Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire. Nous vous remercions de vous être inscrits aussi nombreux. Nous vous remercions également pour la qualité et la variété des questions que vous nous avez posées. Nous ne pourrons pas les aborder individuellement, mais nous nous efforcerons de répondre à l'ensemble des thèmes que vous avez souhaité aborder. J'en profite pour préciser que le support de cette présentation est disponible sur la plateforme dans le panneau Documents qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Le webinaire sera également téléchargeable sur le site de l'INRS. Dans ce webinaire consacré au bruit au travail, nous allons apporter tous les éléments utiles à la prévention du risque bruit en milieu professionnel. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Pour ce webinaire, nous serons deux intervenants, moi-même, Patrick Chevret, je suis responsable du laboratoire d'acoustique au travail, et Nicolas Trompette, qui est expert assistance conseil au sein du même laboratoire. Je vous laisse découvrir le sommaire de cette présentation. Nous aborderons donc 5 points qui sont décrits sur cette planche. Commençons par quelques notions concernant le bruit et notamment le bruit au travail. Pour commencer, une définition du son. Le son est une fluctuation de pression de faible amplitude. L'intensité sonore ou le niveau sonore s'exprime au moyen de l'échelle des décibels en dB ou en dBline. La plage de variation des niveaux sonores s'étend habituellement de 0 dB, qui est le seuil d'audibilité, à 120 dB, qui est considéré comme le seuil de la douleur. Bien entendu, en milieu professionnel, les niveaux peuvent être beaucoup plus élevés, et pour les sons qui sont élevés, ils peuvent engendrer une détérioration du système auditif, notamment au niveau de l'oreille interne, et au niveau des cellules ciliées. Donc vous avez sur cette représentation, qui a été faite à partir d'un microscope électronique à balayage, une photographie de cellules ciliées d'un rat. Donc sur le haut de l'image, vous constatez un groupe de cellules ciliées qui n'a pas été détérioré, et sur le bas, des cellules ciliées qui ont été définitivement abîmées par des sons beaucoup trop élevés. Les sons sont aussi caractérisés par des fréquences. Les fréquences sonores traduisent la rapidité des fluctuations de pression dans l'air. Le domaine de l'audibilité se situe entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous de 20 Hz, on va avoir des sons inaudibles de type infrason. Au-dessus de 20 kHz, ce sont des sons inaudibles de type ultrason. Pour analyser les sons, on procède en général à 2 opérations fréquentielles. La première consiste à effectuer des pondérations, pondération A pour des niveaux modérés, pondération C pour des forts niveaux. En fait, ce sont des corrections de niveau dont l'objectif est d'imiter le comportement de l'oreille en fréquence. Sur ce graphique, on observe une forte atténuation, une forte pondération, notamment pour les basses fréquences pour la pondération A. La deuxième opération consiste à regrouper les fréquences en bande d'octave ou en bande de tiers d'octave. Ceci est réalisé pour simplifier l'analyse des signaux. Habituellement, on va utiliser 7 ou 8 bandes d'octave qui vont de 125 à 4 kg ou à 8 kHz. On peut aussi vouloir une analyse plus fine. Dans ce cas, on va diviser les bandes d'octave en 3, ce qui nous permet d'obtenir des bandes tiers d'octave. Dans les normes, on s'appuie en général sur des analyses en bande d'octave ou en bande de tiers d'octave. Alors, la réglementation s'appuie sur la notion d'exposition sonore. Et l'exposition sonore est définie à partir de 2 grandeurs. Donc, la première grandeur est l'exposition sonore quotidienne ou dose de bruit. Elle s'exprime par l'indicateur LEX 8 heures en dBA. Elle représente en fait le niveau sonore moyen auquel a été exposé le salarié pendant 8 heures. Elle se mesure en général avec un appareil qui est appelé un exposimètre et qui se place sur l'épaule du salarié pendant une durée de 8 heures. La deuxième grandeur
est l'exposition au bruit impulsionnel. L'exposition au bruit impulsionnel, c'est le niveau de pression maximale qui est mesuré sur un bruit de courte durée et de fort niveau. Sur cette image, vous avez la représentation d'un signal qui illustre le renversement d'une benne de chantier, la pression mesurée, la pression maximale mesurée de 129 pascal, le niveau acoustique en dB équivalent en dB est de 136 dBlin ou 134 dBc. Donc au travail, un bruit est un son indésirable qui va produire des effets délétères sur le salarié. Donc ces effets délétères peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie sont les effets lésionnels qui vont apparaître pour des niveaux sonores très élevés. Alors ces effets sont par exemple de la fatigue auditive, qui est en fait une perte temporaire d'audition. Ça peut être des acouphènes, une hypoacousie ou une surdité, qui est une perte permanente d'audition. Deuxième catégorie, les effets extra-auditifs qui peuvent apparaître pour des bruits modérés mais de longue durée. Alors ils vont se traduire par exemple par une fatigue cognitive, notamment lorsque les salariés réalisent des tâches qui nécessitent de la concentration. Ça peut être du stress, une perte de sommeil, et voire même des effets physiologiques comme des changements de rythme cardiaque. Troisième catégorie, ce sont les risques d'accident qui apparaissent lorsqu'un bruit vient masquer un son utile, comme une information verbale, un signal de recul ou une alarme. Dans l'entreprise, les sources de bruit sont multiples. Elles vont se distinguer en fonction de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'intensité sonore ou les niveaux sonores, on en a parlé précédemment, qui vont s'exprimer en dBA pour les niveaux continus et en dBc pour les bruits impulsionnels. Donc ces sources sonores sont relativement modérées dans le secteur tertiaire. On va trouver typiquement des bruits de conversation, des claquements de portières, des bruits de clavier. Elles vont devenir beaucoup plus élevées, voire traumatisantes, dans des secteurs industriels comme la fonderie, l'industrie du bois ou l'industrie du métal. Deuxième paramètre, c'est la plage de fréquence. Typiquement, pour des engins de chantier, on va avoir une plage de fréquence autour de 100 Hz. Pour les conversations, ça va être autour de 500 Hz. Pour la découpe alimentaire, les sources de bruit vont se situer plutôt dans le domaine ultrasonore, c'est-à-dire autour de 20 kHz. Donc le troisième critère, c'est la durée d'apparition des sources sonores. Dans le secteur du BTP, les moteurs d'engins de chantier ont une durée relativement longue, ils peuvent s'étaler sur une journée complète. Dans le secteur tertiaire, les conversations des personnes sont intempestives, vont apparaître de façon inopinée tout au long de la journée. Et puis, par exemple, dans le secteur du BTP, le forage à l'explosif est un exemple de source sonore de très courte durée. Le deuxième aspect de cette première partie concerne la réglementation. La démarche de prévention du risque lié au bruit est identique à celle de tous les autres risques. Elle s'appuie sur 9 principes généraux qui sont édictés par le Code du travail. Par exemple, éviter les risques. Donc du point de vue du bruit, éviter les risques, c'est isoler les machines de l'endroit où se trouvent les salariés. C'est aussi évaluer les risques, combattre les risques à la source, donc du point de vue du bruit. Il s'agit par exemple de capoter des machines ou de les isoler du sol à l'aide de plots vibratiles. C'est aussi, par exemple, donner la priorité aux mesures de protection collective, les protections individuelles contre le bruit ne devant être utilisées qu'en dernier recours. Donc le Code du travail définit les obligations concernant la conception ou l'aménagement du local. Il précise notamment que si les machines qui sont installées dans un local sont susceptibles d'apporter un niveau d'exposition supérieur à 85 dBA, alors l'employeur se doit de réduire la réverbération du bruit sur les parois du local. Ceci peut être réalisé en installant des panneaux absorbants sur le plafond ou sur les murs. Il se doit aussi de limiter la propagation du bruit vers les autres locaux qui sont occupés par les travailleurs. Ceci peut être réalisé en installant des parois de grande épaisseur et à forte densité. Le Code du travail fixe également des obligations pour les fabricants, obligations qui sont liées à la conception et à la fabrication des machines.
Donc ces obligations sont de concevoir des machines le plus silencieuses possible, de tenir compte des progrès techniques permettant de réduire le bruit, notamment à la source, et de mettre à disposition des notices d'instruction qui précisent les niveaux de pression et de puissance à respecter. Certaines machines, comme les marteaux-piqueurs, les pelles mécaniques ou autres, sont soumises à leur propre réglementation. Tout employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés. Il est donc tenu d'évaluer les risques auxquels sont soumis les salariés et de rechercher des mesures de prévention adaptées. Les résultats de cette évaluation doivent être consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'employeur doit aussi, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels sont exposés les salariés. Le mesurage doit être renouvelé tous les 5 ans. Les résultats doivent être conservés et consultables pendant une durée de 10 ans. Ils doivent être communiqués au médecin du travail et tenus à la disposition du CSE et de l'inspection du travail. Donc les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d'exposition. Le dépassement de certains seuils déclenche une série d'actions à mettre en œuvre par le chef d'entreprise. Alors l'exposition est évaluée à partir des 2 grandeurs que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire l'exposition moyenne, LEX 8 heures, et le niveau crête, LPC. Chacun de ces paramètres est à comparer à 3 seuils. Donc, le premier seuil est la valeur d'exposition inférieure, le deuxième la valeur d'exposition supérieure, et enfin la valeur limite d'exposition. Ce troisième seuil ne doit être dépassé en aucun cas, à la différence des seuils précédents. Et il prend en compte l'atténuation du bruit apportée par le protecteur individuel. Les actions à mettre en place par le chef d'entreprise sont précisées par la réglementation. Je ne vais pas les détailler ici, vous pourrez les consulter sur notre site internet. Il faut noter cependant que lorsque la valeur d'action supérieure est dépassée, c'est-à-dire 85 dBA ou 137 dBc pour les bruits impulsionnels, à ce moment-là, le chef d'entreprise a la nécessité de contrôler que le salarié porte effectivement son protecteur individuel. Donc à présent, quelques mots sur la pénibilité. Depuis le 1er juillet 2016, le bruit en milieu professionnel est reconnu comme un facteur de pénibilité par le Code du travail. Les seuils sont définis par le Code du travail, les seuils pour à la fois les niveaux continus, donc il précise qu'une exposition moyenne sur 8 heures de 81 dBA sous la protection auditive pendant 600 heures ne doit pas être dépassée. 600 heures correspondant à 75 jours de 8 heures. Pour les bruits impulsionnels, une exposition instantanée crête de 135 dBc répétée 120 fois par an ne doit pas être dépassée. Évidemment, par rapport à ces seuils, le chef d'entreprise a un certain nombre d'obligations qui sont précisées sur cette planche. Dès que les seuils sont dépassés, le salarié acquiert des points qui lui permettent de bénéficier d'un certain nombre de compensations, telles que les formations professionnelles, la réduction du temps de travail ou l'acquisition de trimestres d'assurance retraite. En 2022, il y a eu environ 84 000 déclarations de pénibilité auprès de l'assurance maladie. Abordons à présent l'impact social du bruit au travail. Le bruit est la 4e cause de maladie professionnelle. En 2019, 519 surdités ont été déclarées auprès de l'assurance maladie pour un coût total d'environ 50 millions d'euros. On peut penser qu'il y a une sous-déclaration importante, notamment lorsqu'on regarde les résultats de l'enquête Sommer 2017 qui montre qu'environ 73 000 salariés déclarent ne pas porter de protecteur individuel contre le bruit pour une exposition supérieure à la valeur d'action supérieure de 85 dBA pendant 20 heures par semaine. Pour cette valeur-là, le salarié est censé porter ses protecteurs individuels contre le bruit. Donc les principales raisons de cette sous-déclaration sont de 3 types. Tout d'abord, les professionnels de santé n'envisagent pas toujours l'origine professionnelle des surdités. Dans un deuxième temps, il est très difficile pour les salariés
qui sont atteints de surdité d'effectuer les démarches de reconnaissance, notamment en raison de la difficulté à constituer des dossiers. Et pour une troisième raison, qui est que pour les entreprises, la reconnaissance de la surdité a une connotation négative et les coûts engendrés par les sinistres vont les impacter directement. Au-delà du coût de la réparation, le bruit en milieu professionnel a un coût qui peut être très élevé. Une enquête de l'ADEME a montré que ce coût pouvait être de l'ordre de 19 milliards d'euros qui se répartit en 3 catégories. Le coût lié aux maladies professionnelles, le coût lié aux accidents du travail et enfin un coût économique lié à la baisse de productivité dans le tertiaire à cause du bruit qui est considéré comme une source de gêne et de perturbation. Donc sur ce graphique, il apparaît que le coût lié au bruit professionnel pèse le plus lourd sur le coût des pollutions sonores en France. Pour conclure sur cette partie, le bruit au travail est un enjeu pour tous, pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, pour la société dans son ensemble. Le Code du travail est clair, les grands principes de prévention également. Il reste à les appliquer sur le terrain. C'est l'objet de la deuxième partie de ce webinaire qui vous sera présenté par Nicolas Trompette. Bien, merci Patrick, bonjour à tous. Alors la prévention du risque bruit. Elle se décline en 4 grands items. Prévenir les risques le plus en amont possible, évaluer les risques et s'il n'a pas pu être évité, si nécessaire mesurer l'exposition au bruit, puis établir et réaliser un plan de prévention. Alors en acoustique, on décline les plans de prévention suivant 3 items principaux. Agir à la source d'abord en priorité, agir sur la propagation du bruit ensuite, et puis finalement agir au niveau du récepteur, soit collectivement, soit individuellement. Et dernier grand item, former les salariés au risque, c'est très important afin qu'ils l'appréhendent correctement. Je vais maintenant détailler ces 4 items. Alors, premier item, prévenir les risques le plus en amont possible. Prévenir, ça exige de la connaissance, par exemple pour établir un cahier des charges. Donc nous avons dans ce transparent listé les quelques documents de référence qu'il faut connaître. Alors le premier, c'est l'arrêté local, l'arrêté du 30 août 90. Cet arrêté, il impose à un industriel qui installe des machines bruyantes dans un local de faire un traitement acoustique de ce local, et l'arrêté, il a des exigences, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter une certaine atténuation du bruit, une certaine décroissance du son dans le local. Ensuite, pour les bureaux, il n'y a pas de réglementation, donc on s'appuie sur des normes. Il y a 2 normes, la NFS 31080 qui s'adresse aux bureaux vides, et puis l'ISO 22955 qui s'adresse aux bureaux occupés. Alors ces 2 normes, qu'est-ce qu'elles font? Elles proposent des critères en termes de taille, d'isolement entre les postes de travail, d'absorption acoustique du local et de niveau sonore en fonction de l'activité. Elles aussi, elles sont très utiles pour établir un cahier des charges. Et enfin, toujours pour avoir de la connaissance, INRS propose différentes brochures pour une bonne conception des lieux de travail qui intègrent des recommandations sur l'acoustique. Bien, une fois qu'on a cette connaissance, les axes de travail sont le choix d'équipements les moins bruyants possibles. Ensuite, on va travailler sur l'aménagement de l'espace de travail. La surface est fondamentale, il en faudra assez pour pouvoir faire l'implantation souhaitée, donc une surface suffisante et un espace de travail bien défini. Et ensuite, on peut réfléchir à l'aménagement, notamment à l'implantation des activités et surtout des équipements bruyants. Et puis, la base, c'est d'avoir un local traité acoustiquement, un local non réverbérant. Alors, un petit aparté. Aujourd'hui, on se sert beaucoup en acoustique de la modélisation prévisionnelle pour prévoir ce qui va se passer, donc il faut penser à recourir à la modélisation prévisionnelle, et je ferai un petit aparté dessus à la fin de cette partie sur la prévention. Alors, dans les locaux industriels, comment on prévient le risque bruit? On choisit des équipements les moins bruyants possibles, et c'est l'objet de la directive machine. Patrick en a parlé. Qu'est-ce qu'elle impose, cette directive? Elle impose au fabricant d'une machine de déclarer le bruit que la machine émet. Alors, est une machine toute
tout système dans lequel il y a un entraînement et au moins une pièce mobile. Donc, par exemple, une installation de ventilation est une machine et l'installateur, il doit à son client la déclaration du bruit émis en quelques points dans le local ou au poste de travail. Alors, qu'impose la directive? Si le bruit est inférieur à 70 dBA, c'est-à-dire si la machine n'est pas bruyante pour un local industriel, la directive impose de le dire. Donc, c'est le fabricant qui déclare que sa machine n'est pas bruyante. Après, si la machine fait plus de 70 dBA au poste de travail, ou en certains points, le fabricant doit le déclarer, il doit déclarer où il a fait la mesure. Et ensuite, si ce bruit est supérieur à 80 dBA, non seulement il doit cette déclaration du bruit, mais en plus, il doit donner la puissance acoustique de sa machine. Alors pourquoi la puissance acoustique de la machine? C'est une donnée qui est fondamentale puisqu'elle sert à l'acousticien pour la modélisation prévisionnelle et ensuite c'est une donnée intrinsèque à la machine, donc elle permet de comparer les machines entre elles. Alors attention à ne pas confondre puissance et pression acoustique. La puissance acoustique, elle est référencée par rapport à des watts et pas par rapport à des pascals. Et le niveau est toujours bien supérieur à ce niveau de la pression acoustique. Donc pour passer de la puissance acoustique à la pression acoustique, on enlève 11 dB à la première. Une fois qu'on a choisi les équipements les moins bruyants possibles, on va passer à l'aménagement du local. Là, je vais en parler en deux parties. Je vais d'abord parler des bureaux et ensuite des locaux industriels. Alors, dans les bureaux, je me répète, il n'y a pas de réglementation. Donc, on va déjà choisir la forme du local en fonction de l'activité. On prendra des bureaux individuels pour tout travail non collaboratif ou faiblement collaboratif. Attention à ne pas céder à la mode des espaces ouverts. Les espaces ouverts, pour l'acoustique, c'est délétère. Et une fois qu'on a des conditions de travail qui ne sont pas très bonnes, c'est très compliqué de recloisonner. Si, pour des raisons objectives, on veut travailler en espace ouvert, donc par exemple pour un travail collaboratif, un travail pour lequel on a besoin d'entendre ce qui se passe aux autres postes, eh bien, on va choisir un espace ouvert. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention à l'aménager correctement. Déjà, il faudra avoir la bonne surface disponible. La bonne surface disponible, c'est quoi? C'est 10 mètres carrés par personne, ça c'est la recommandation. Et jamais moins de 7 mètres carrés parce que toutes les études prouvent qu'en dessous de 7 mètres carrés, on ne pourra pas avoir un niveau sonore ambiant qui conviendra aux occupants de l'espace. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut respecter dans cet espace ouvert un certain nombre de règles. Alors la première, c'est de préférer des aménagements avec des îlots, c'est-à-dire qui regroupent les postes de maximum 6 personnes, 4 à 6 personnes, c'est notre recommandation. Ensuite, il faut mettre à disposition des salariés dans l'espace ouvert des espaces partagés pour le travail de groupe, donc les réunions, mais aussi pour les échanges privés ou les visioconférences, par exemple. Autre règle, il faut isoler absolument les activités ou les équipements bruyants des postes de travail. Donc on prévoira des locaux techniques pour les photocopieurs, des salles de pause et encore une fois des salles de réunion. Il faut bien sûr traiter acoustiquement le local, donc on aura un faux plafond, et là, ou des baffles acoustiques suspendus comme on le voit sur l'image, et là, on aura des matériaux de classe A. Il y a 4 classes de matériaux en acoustique, de A à D, D la plus mauvaise, A la meilleure. Il faut mettre du classe A dans les espaces ouverts. On limitera la propagation du bruit avec des portes isolantes et des cloisonnettes qui scinderont l'espace de travail. Et enfin, on mettra un revêtement de sol souple pour éviter d'ajouter au bruit ambiant le bruit de choc ou le bruit de pas. Pour en savoir plus, référez-vous à nos documents, le D6402 qui explique comment évaluer le bruit dans les espaces ouverts et le D6472 qui explique comment agir pour réduire le bruit dans les espaces ouverts et dans les bureaux. Bien, je passe à l'aménagement des locaux industriels. Donc là, la base, je l'ai déjà dit, c'est traiter acoustiquement le local, le plafond, par des faux plafonds ou comme on le voit sur la photo de droite par des baffles suspendus verticalement par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a une situation qui est correcte et qui va traiter acoustiquement le local, c'est très important parce que ça maximise l'effet des autres solutions. Eh bien, les autres solutions, c'est, comme l'a dit Patrick, placer les activités ou les équipements bruyants dans des locaux spécifiques ou au minimum loin des autres postes de travail. Si il reste des sources bruyantes, voire très bruyantes, on va les cloisonner ou les encoffrer.
quand ils ne peuvent pas être éloignés. Et puis pour les travailleurs, s'il reste du bruit, on va prévoir des cabines avec des parois et des portes les isolant de l'extérieur. On mettra de l'absorption dans ces cabines. Et si on a des machines très vibrantes qui risquent de mettre en vibration les équipements et de créer du bruit, par exemple sur les bardages, on va aussi mettre les machines vibrantes sur des massifs anti-vibratiles. Voilà pour l'aménagement prévisionnel des locaux de production industrielle. Alors, j'avais dit que je parlerais de l'acoustique, la modélisation prévisionnelle. On peut faire de la modélisation prévisionnelle. Alors, comment la faire? Il faut connaître les sources et leur puissance acoustique. Il faut connaître les dimensions du local, bien évidemment. Et il faut connaître les traitements acoustiques qui sont mis dans le local. À partir de là, on construit le modèle. Et ce modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre d'optimiser le placement des sources. Il va permettre de voir l'effet d'un traitement acoustique, il va permettre de hiérarchiser les sources de bruit et de connaître leur contribution à l'exposition sonore des salariés. Les modèles de calcul, ils prédisent aussi les indicateurs acoustiques tels que le temps de réverbération ou la décroissance du son dans le local. Donc ils vont permettre de voir si on est conforme à la réglementation ou aux normes de référence. Il y a de nombreux logiciels maintenant de modélisation acoustique pour des coûts relativement modéré. Donc nous-mêmes, nous en distribuons un, RE+, gratuitement. Et puis j'ai mis 2 références qui sont les plus connues. Ça ne constitue pas une recommandation. Ce sont les 2 références les plus connues, Akubat et Cat Rayon. On en a fini avec prévenir le risque bruit. On va passer à l'évaluation du risque. Alors, on commence toujours par une évaluation sommaire, savoir si on a des risques liés au bruit ou pas. Comment on fait? On le fait sans mesure, à partir de critères qui sont accessibles à tous. Ces critères, je vais les présenter. Alors la non-exposition certaine, c'est quand on peut communiquer à voix normale entre collègues à moins de 1 mètre et qu'il n'y a pas dans le local d'événements acoustiques rares et intenses. Là, on sait qu'on n'a pas d'exposition au bruit et donc qu'il n'y a pas de risque. Un possible risque, c'est quand on a beaucoup de difficultés à se faire comprendre par un collègue situé à 2 mètres. Et puis, donc ça c'est le critère principal. Et puis on peut avoir aussi, en fin de journée, les oreilles qui bourdonnent ou qui sifflent. Ou, autre exemple, on peut avoir le matin, s'apercevoir que par exemple le son de sa radio dans la voiture est très élevé. Ça veut dire que la veille au soir, en rentrant, on l'a réglé très fort, donc on avait une petite diminution de l'audition, perte d'audition temporaire, probablement, à la fin de la journée de travail. Ça, c'est un signe d'exposition possible. Ou autre exemple, on peut augmenter le volume de son téléviseur, avoir les gens à la maison qui se plaignent. Maintenant, les critères d'exposition certaine au bruit. Alors, le critère principal, c'est avoir beaucoup de difficultés à se faire comprendre par un collègue situé à moins de 1 mètre. Ensuite, il y a des critères secondaires, avoir beaucoup de difficultés à entendre les conversations dans les lieux bruyants après quelques années de travail, ou carrément le constat par le médecin du travail d'un début d'atteinte auditive. Alors, ces 2 derniers critères, ils sont le signe de perte auditive. Par contre, s'ils n'apparaissent pas, ça n'est pas la preuve qu'on n'est pas exposé à des niveaux de bruit élevés. C'est bien le premier critère qui est le critère principal. Les pertes auditives mettent des années à apparaître après une exposition à des bruits lésionnels. Une fois qu'on a fait cette évaluation et qu'elle montre qu'il peut y avoir une exposition ou que l'exposition est certaine, eh bien, on a le choix. On peut faire une évaluation simplifiée ou un mesurage normalisé. Alors, l'évaluation simplifiée, elle est plus facile, mais elle n'est pas toujours applicable. Elle n'est applicable que quand le travail est décomposable en différentes phases d'exposition. Chacune de ces phases étant caractérisée par un niveau sonore et pouvant être, la durée de ces phases pouvant être estimée. Alors si c'est le cas, si le travail est décomposable en phases et que les niveaux sonores sont connus pour chaque phase et les durées aussi, alors à ce moment-là, on peut faire une évaluation simplifiée. Alors un exemple, un ouvrier dans un atelier qui effectue des tâches bien définies et dont on peut évaluer la durée avec sa production, on pourra faire une évaluation simplifiée. Un contre-exemple, en général, les services de maintenance qui font un travail différent chaque jour, on ne peut pas faire d'évaluation simplifiée.
Bien, si cette évaluation est possible, on propose un outil, la calculette outil 23, qui est téléchargeable sur notre site pour le faire. Alors voilà cette calculette, comment on la remplit, c'est très simple, on a décomposé le travail en tâches, on remplit tâche par tâche la calculette avec la durée et le niveau sonore. On peut même mettre des petites observations. La durée est en heures, on fournit une petite calculette en bas à droite pour passer des minutes et des secondes aux heures. Et à partir de là, on obtient un résultat qui est une exposition quotidienne sur 8 heures. Comment s'interprète ce résultat? Attention, c'est une évaluation simplifiée. Il faut prendre une large marge d'erreur. Donc l'interprétation qu'on propose, c'est si on a moins de 77 dBA après cette évaluation, on a la certitude qu'il n'y a pas d'exposition au bruit, la quasi-certitude. Si on est orange, on ne sait pas, soit il faudra mettre en place des mesures de prévention, soit il faudra passer à un mesurage normalisé. Et si on est en rouge, on est sûr, on est certain d'avoir de l'exposition au bruit. Et là, on a le choix, on met en place des mesures de prévention ou à nouveau, on fait un mesurage normalisé. Alors, encore un avertissement, cette évaluation simplifiée, elle est pour l'exposition au bruit, l'exposition sur 8 heures. Si on a des événements acoustiques rares ou intenses, il faudra aussi faire une évaluation pour ces événements acoustiques rares ou intenses, c'est-à-dire les mesurer et vérifier qu'ils sont en dessous des limites réglementaires. Après ce mesurage simplifié ou après l'évaluation sommaire, on voit qu'il peut être nécessaire de faire un mesurage normalisé de l'exposition au bruit. Alors, le Code du travail n'impose pas, mais il recommande fortement d'appliquer l'ISO 9612. Si jamais le mesureur veut faire autrement, il faudra qu'il le justifie et qu'il explique sa méthode de mesurage. Nous recommandons d'appliquer l'ISO 9612, bien évidemment. On l'applique en 5 étapes successives. On commence par faire une analyse du travail. L'analyse du travail, elle est très importante parce qu'elle va permettre de déterminer une journée d'exposition nominale représentative. Une fois qu'on a cette journée d'exposition nominale, on doit choisir parmi 3 stratégies de mesure. On a vu, avec l'évaluation simplifiée, le mesurage par tâche, c'est la même chose avec des mesurages plus approfondis. Par métier, ça veut dire qu'on regroupe les gens par fonction et qu'on fait une distribution statistique des mesurages sur chaque groupe. Et par journée entière, Patrick en a parlé, ça veut dire qu'on laisse l'exposimètre 8 heures sur les salariés. Là, pareil, on n'est pas obligé de le faire sur tous les salariés ayant le même travail, mais on va faire un échantillonnage assez extensif. C'est la méthode la plus longue. Une fois qu'on a choisi sa stratégie, on réalise les mesures et puis on va les dépouiller. Alors là, la norme fournit une calculette pour le dépouillement. Cette calculette, elle est aussi disponible sur notre site, c'est l'outil 24. La calculette, on va saisir les mesurages dedans et elle va permettre déjà de voir si le mesurage normalisé répond aux critères de la norme. Sinon, elle affichera des avertissements en rouge. Et après, une fois qu'on a vérifié ça, on obtient le résultat final qu'on a affiché ici. Donc là, on a affiché l'exposition sonore quotidienne qui est de 84,3 dBA et puis son incertitude. Et pour se comparer aux limites réglementaires, on va ajouter l'incertitude au résultat. Donc ici, on a plus de 85 dBA sur 8 heures et on va devoir on dépasse les 2 valeurs limites d'action de la réglementation. On va devoir mettre en œuvre toutes les mesures de prévention listées dans le tableau en jaune et en orange. Voilà, j'en ai fini avec l'évaluation. On fournit à nouveau un document que j'ai référencé, le D6035, évaluer et mesurer l'exposition professionnelle au bruit. Ça, c'est pour l'évaluation de l'exposition à des bruits lésionnels. On peut avoir aussi envie d'évaluer le bruit, l'ambiance sonore dans des bureaux. Alors là, on propose, il n'y a pas de méthode réglementaire. L'INRS, nous, on propose une méthodologie en 4 étapes qui est décrite dans ce document ED 6402, environnement sonore en bureau ouvert. Et puis, pour la 3e étape, elle s'appuie sur un questionnaire et on distribue également ce questionnaire, outil 62 Gabo, que vous trouverez sur notre site. Je vais présenter brièvement la démarche, mais si vous voulez en savoir plus, je vous engage à vous référer à ces documents. Alors la démarche, comme je l'ai dit, c'est en 4 étapes. La première étape, elle s'adresse à tous. Elle est applicable par tous. C'est une observation de l'environnement.
de travail. À partir de cette observation, on va pouvoir voir les défauts rédhibitoires. Donc c'est une démarche simple, mais on ne voit que vraiment les choses flagrantes. La deuxième étape, elle est plus fine et elle s'adresse aux ergonomes. Il s'agit d'analyser l'activité. Et puis, à partir de cette analyse de l'activité, on va lister les exigences des personnes qui occupent l'espace et donc voir comment l'améliorer à partir de ces exigences. La troisième étape, comme je l'ai dit, elle s'appuie sur un questionnaire que nous distribuons. Elle va exiger la participation de l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire du chef d'entreprise aux salariés. Et là, il s'agit de remplir le questionnaire. Et à partir du questionnaire, on va faire un bilan statistique des nuisances dans l'espace ouvert, des nuisances au sens large et en particulier du bruit. Et puis, à partir de cette évaluation statistique, on pourra déterminer quelles mesures prendre. Et la quatrième étape, elle s'adresse aux acousticiens. Là, il s'agit de mesures objectives de la qualité de l'environnement sonore dans le local, et à partir de ces indicateurs, l'acousticien sait définir des mesures de prévention. J'en ai fini avec l'évaluation des risques, que ce soit le risque lésionnel dans les ateliers ou l'environnement sonore dans les bureaux. Je vais maintenant passer à l'établissement d'un plan de prévention quand l'évaluation a montré qu'il y avait des risques liés au bruit, risque lésionnel ou mauvaise ambiance sonore, donc problématique dans les bureaux. Alors quel est l'ordre de priorité? J'en ai déjà parlé. On commence par agir à la source, ensuite on regarde à agir sur la propagation et en dernier ressort sur la réception. La réduction du bruit à la source, c'est délicat. Pourquoi? Déjà, il faut bien comprendre que chaque situation est différente et qu'on ne va jamais faire la même chose, on va devoir faire preuve d'imagination. Et deuxième point très important, si on agit sur la machine, on peut remettre en cause sa certification et ça, c'est impossible. Donc, ça va limiter les possibilités. Alors, là encore, on balaye les grands principes généraux pour la réduction des risques. On peut adapter le travail. Alors là, c'est quoi? Éviter la coexposition. Bien sûr, limiter la durée passée dans les zones bruyantes pour limiter la dose de bruit, et puis privilégier l'observation depuis des zones silencieuses, donc en général des cabines ou des bureaux. Ensuite, deuxième grand principe de prévention, il faut tenir compte de l'évolution des techniques. Donc là, en bruit, ça se résume à choisir les moins bruyantes. Je donne 3 exemples, encore une fois. Chaque cas est différent. Donc, par exemple, pour l'installation de ventilation, on va privilégier les ventilateurs tangentiels aux hélicoïdes parce qu'ils sont bien moins bruyants. Le sciage, eh bien, on voit des scies circulaires partout. Certes, c'est rapide, mais c'est très bruyant. Les scies à ruban, c'est peut-être plus lent, mais c'est beaucoup moins bruyant et la coupe est plus propre. Et puis, on voit apparaître de plus en plus de machines électriques. C'est une bonne chose. Les machines électriques sont bien moins bruyantes que les machines thermiques. Alors là, on arrive au troisième grand principe de prévention qui est quasi identique. Remplacer ce qui est bruyant par ce qui l'est moins. Là, on parle plutôt des grosses machines. Et là, on va bien regarder la déclaration des fabricants, exiger de sa part un niveau sonore. Et on peut mettre dans le cahier des charges une exigence sur le niveau sonore aussi pour l'inciter à fournir quelque chose de le moins bruyant possible. Enfin, on peut modifier la machine. Attention, il ne faudra pas remettre en cause sa certification, encore une fois. Donc là, on a principalement 2 axes de travail. Soit capoter, c'est-à-dire habiller la machine avec des éléments qui vont arrêter le bruit, ou changer l'outil, ça peut être une possibilité intéressante. Je vais donner 2 exemples. Alors, soit par l'exemple des lames de scie, on peut passer des lames de scie classiques à des lames de scie silencieuses qui ont une découpe laser sur le flasque qui les empêche de rayonner. Ou, si je donne l'exemple des poinçonneuses, on peut passer aux poinçons à vagues, c'est des poinçons avec une légère inclinaison qui sont beaucoup moins bruyants que des poinçons classiques. Alors, quelques petits exemples pour illustrer le propos de réduction du bruit à la source. L'exemple générique des convoyeurs, celui-là il est intéressant. Donc là vous voyez une solution de réduction du bruit sur un convoyeur à rouleau. On s'est contenté de placer des petites brosses qu'on voit en blanc sur l'image, fixées sous le convoyeur. Qu'est-ce qu'elles font ces petites brosses? Elles arrêtent le rouleau quand il tourne, donc il tourne moins longtemps, elles amortissent un petit peu, ce qui fait qu'il rayonne un petit peu moins. C'est très simple et ça permet de gagner entre 5 et 13 dBA suivant le carton, le colis qu'on convoie.
Autre exemple de capotage, comme j'en ai parlé. Donc là, on est en présence d'une soudeuse à ultrasons, machine qui est très pénible puisqu'elle fait un bruit strident. Et en plus, là, l'opérateur était exposé à plus de 85 dBA sur 8 heures. Donc, qu'a fait l'industriel? Il a rajouté un capot asservi, c'est tout simple. Le capot, il se lève pour mettre la pièce, photo du centre, et il s'abaisse quand la sonotrode s'abaisse. Et on a mis un petit joint, l'industriel a mis un petit joint pour faire l'étanchéité. Là, on supprime le bruit, c'est-à-dire on a une exposition sonore en dessous de 70 dBA. Et en plus, on rajoute une protection mécanique, on ne met pas en cause la certification de la machine. Alors, si on ne peut pas agir à la source, la deuxième possibilité, c'est d'agir sur la propagation. Et là, le moyen principal et le plus efficace, c'est l'encoffrement. Donc, je vais commencer par ça. Vous voyez un encoffrement d'une machine de découpe par géo de pression sur la photo de droite. L'encoffrement, ça marche très bien, mais il faut respecter des règles. On a nommé 7. La première règle, c'est évaluer les contraintes. Il ne faut pas que la machine devienne impossible à utiliser pour l'opérateur. Donc, évaluer les contraintes avec l'opérateur et adapter l'encoffrement à ces contraintes. Ensuite, il faut isoler, donc mettre des parois en fonction de l'atténuation recherchée. Ici, on a une double paroi très efficace. Et puis, on va confiner la machine, donc on va créer de la réverbération. Donc il faut mettre de l'absorption dans l'encoffrement pour limiter cette amplification. Ici, ce n'est pas fait. L'industriel aurait pu le faire en mettant des panneaux, alors c'est de la découpe jet d'eau, donc on ne peut pas mettre un matériau poreux sans protection, mais il y a des matériaux poreux pour ce genre des matériaux acoustiques absorbants, donc des matériaux poreux protégés pour ce genre d'application. Ils ne sont pas très connus, c'est probablement la raison pour laquelle il n'y en a pas dans cet exemple. Il faut traiter les ouvertures. Ici, elle est très bien traitée. Vous voyez la portée coulissante. Donc, on peut accéder avec le bras et fermer. Et puis, il faut éviter les fuites. Et là, non seulement la porte, elle est large et elle coulisse, mais en plus, il y a des joints qui assurent l'étanchéité. L'étanchéité, très important pour le bruit. Enfin, on peut être amené à découpler l'encoffrement si la machine est très vibrante. Ça, j'en ai déjà parlé. Ne pas transmettre les vibrations à d'autres éléments qui pourraient rayonner, notamment aux parois de l'encoffrement. Et puis, il faut prévoir une réception. Un encoffrement, on donne des exigences. Ici, c'était 25 dBA. On les a. Si on avait mis de l'absorption dans l'encoffrement, on aura encore gagné 5 dBA. On aura eu 30. Pour en savoir plus sur les encoffrements, on distribue une note documentaire, un document ED 147. Un autre moyen d'agir sur la propagation, c'est le traitement acoustique du local et en complément des écrans. Alors, qu'est-ce que c'est le traitement acoustique du local? C'est rajouter des matériaux absorbants acoustiquement sur le plafond et éventuellement sur les murs. Alors, sur le plafond, on voit sur les photos à droite les modes de traitement. On peut traiter le plafond avec des baffles suspendus verticaux, photo du haut, en dessous des baffles suspendus horizontalement, ou encore un faux plafond ou un revêtement directement sur le plafond. Et puis en complément, on peut traiter les murs, c'est ce qu'on voit sur la photo du bas, avec des matériaux absorbants qu'on protège en général par des parois perforées. Le traitement acoustique du local, ça permet d'atténuer le bruit dans le local, mais il reste le bruit qui parvient directement de la machine à l'opérateur. Celui-là, pour l'atténuer, on dispose des écrans, comme on le voit sur les petits schémas en bas. Incidence directe et traitement par écran. Alors les écrans, c'est bien, mais il ne faut pas se leurrer, ça n'est pas aussi efficace qu'un encoffrement. Avec un écran, on va avoir entre 5 et 6 dB en général, maximum, grand maximum 10 dB, donc on est très loin de l'efficacité de l'encoffrement. Alors un exemple d'action sur la propagation avec un traitement acoustique du local et des écrans dans la métallurgie. Donc là, murs et plafonds sont traités avec un bardage acoustique perforé et en plus on a disposé des écrans mobiles qui entourent les postes de travail bruyants. Là, les écrans font 5 dB d'atténuation supplémentaire par rapport au traitement acoustique du local. Un autre exemple en forme de clin d'œil, mais que j'aime beaucoup parce qu'il montre qu'on peut traiter un lieu prestigieux, donc ici c'est une salle de séminaire avec des matériaux absorbants. Donc là, l'installateur a mis des baffles décoratifs imprimés, vous voyez, verticaux, qu'il a complétés pour faire un petit effet design avec des baffles horizontaux blancs.
Personnellement, je trouve ça joli. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature, mais en tout cas, c'est très efficace, surtout qu'on a, vous le voyez, on a une grosse surface absorbante. Alors, pour en savoir plus, encore une fois, on a des documents qui expliquent comment faire un traitement acoustique du local, ED 6103, et comment agir pour réduire le bruit dans les bureaux, ED 6472. Alors, si on a épuisé les solutions de réduction à la source et les solutions de réduction sur la propagation, on n'a plus d'autres solutions que agir au niveau du récepteur. On le voit sur les photos, c'est par exemple dans les grands locaux où les machines sont très grandes. Ici, on est sur une machine de menuiserie en traitement primaire des troncs d'arbres. On ne peut pas traiter le bruit à la source ni en coffret, donc on va mettre les opérateurs en cabine. Alors une cabine, ça se conçoit comme un encoffrement. Il faut que ça ait des parois isolantes, que les vitrages soient homogènes aux parois. Autre point, les entrées-sorties, puisque quand la porte est ouverte, la cabine ne sert plus à rien. Donc il faut prévoir des portes, soit des doubles portes sectionnelles déphasées, c'est-à-dire qui vont s'ouvrir à un moment différent pour garantir que le bruit n'entre pas, soit, si on désire se passer de porte, un tunnel acoustique avec deux ouvertures et des matériaux absorbants au milieu qui empêchent le bruit de rentrer dans la cabine. Autre point, il faut bien penser à mettre ces protections auditives avant de sortir de la cabine, le port du PICB avant de sortir pour ne pas être trop exposé au bruit. Bien, et puis une fois qu'on a épuisé toutes les solutions collectives, et qu'on n'a pas réduit le bruit suffisamment, il faut recourir aux protections auditives. Donc ça, je donne un avertissement. La réglementation, le Code du travail, impose d'avoir d'abord épuisé toutes les possibilités de réduire le bruit collectivement. Donc par d'autres moyens que les protections auditives. C'est l'article R4434-7. Autrement dit, si l'industriel choisit de mettre des équipements de protection individuelle alors qu'il avait d'autres possibilités, il est condamnable pour une faute inexcusable en cas de survenue d'une surdité, et la jurisprudence prouve que c'est le cas. Donc attention. L'objectif de ce webinaire, ça n'est pas les protections auditives adaptées. On a déjà fait 2 webinaires sur le sujet qui sont référencés sur ce slide. Et en plus, on a à nouveau des documents qui sont référencés ici. Le D6510 sur le choix qui est un guide de choix pour les protections auditives. Puis les 233 qui expliquent comment elles se calculent par rapport au niveau d'exposition sonore. Je n'en parlerai pas plus. Un dernier axe qu'il ne faut surtout pas négliger, former les salariés aux risques liés au bruit. Alors comment faire ? Il faut sensibiliser le personnel à la prévention. Ça c'est très important. Pourquoi je vais expliquer avec l'exemple du BTP. Dans le BTP c'est flagrant. Par exemple, quand les gens démontent les étais, ils vont taper avec des marteaux. S'ils sont formés au risque bruit, ils vont utiliser des leviers et supprimeront le bruit de démontage des étais. Autre exemple, l'utilisation d'outils portatifs. Quand on utilise un outil portatif, on prévient les collègues autour pour qu'au minimum ils se protègent ou qu'ils s'éloignent. Troisième exemple, la conduite d'engins. Les engins de BTP sont très bruyants. Si les fenêtres sont ouvertes, on est exposé au bruit. Donc si on est sensibilisé, on va fermer la fenêtre. Et en plus, ça va nous obliger à entretenir la ventilation. Donc on supprimera le bruit et les poussières. Un double effet. Donc on voit que la sensibilisation du personnel aux risques liés au bruit, ça permet en plus une réduction finalement à la source. Alors, il faut aussi former, si on fournit des protections individuelles, au bon usage des équipements de protection individuelle, donc à la mise en place des bouchons d'oreille, c'est très important, et à leur bon entretien. Comment faire ? C'est difficile, on fournit beaucoup de ressources, j'en reparlerai. Vous pouvez faire aussi appel à votre service de prévention et de santé au travail, ils sont formés à ça et ils le font très bien. Vous pouvez faire appel à la CARSAT, bien sûr. Et puis, un point important, c'est bien d'utiliser nos ressources aussi pour la signalisation. On fournit des pictogrammes de signalétique. Et puis, pour les affiches, ça constitue un rappel permanent du risque bruit. Voilà, ce webinaire est terminé. Merci de votre attention. Merci de votre présence. On a essayé de répondre à vos questions. Si certaines subsistent, vous pouvez les adresser à notre service assistance à l'INRS et vous aurez une réponse personnalisée. Je vais encore faire défiler les ressources que met à votre disposition l'INRS sur son site web.
toutes les brochures et le dossier d'information, les outils qui peuvent vous aider à faire de la prévention, les vidéos et les webinaires, dont ceux sur les protecteurs auditifs, et puis les fiches brèves d'information. Merci encore, passez une excellente journée.